Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, l'entretien exclusif. Entretien exclusif qui reçoit aujourd'hui M. Ali Diogouama Tapsoba. M. Tapsoba est le porte-parole de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso. C'est une coalition qui a donné de la voix le 30 mai dernier, dénonçant le lâcher des moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso. Mais pour quelles raisons? On va chercher à comprendre avec le porte-parole. Bonjour, M. Tapsoba. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, je l'ai dit dès l'entame, au cours d'une conférence de presse le 30 mai dernier, vous avez exprimé votre option donc à la deuxième phase de lâcher de moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso. La question qu'on se pose, sur quoi se fonde justement cette opposition? Est-ce la peur de la biotechnologie ou la méfiance vis-à-vis du consortium Target Malaria? Alors, d'entrée de jeu, il faut dire que nous n'avons pas peur de la biotechnologie. Nous n'avons aucun problème avec la biotechnologie parce que la biotechnologie est une belle science. C'est une science dont certaines applications, nous les admirons. Vous savez, nos grands-parents ont fait les sombala, ils ont fait les yaourts, ils ont utilisé la fermentation pour beaucoup de choses. Ce sont des applications de la biotechnologie. Ceci dit, nous avons des problèmes avec certaines applications de la biotechnologie moderne. Et parmi ces applications, il y a les organismes génétiquement modifiés. Parce que simplement, l'implémentation des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement impacte négativement sur les activités agricoles, sur les activités alimentaires et sur les activités sanitaires. Et le projet Target Malaria actuellement, qui travaille sur les moustiques génétiquement modifiés, est un projet dont les objectifs ne sont pas clairs. Ce projet dit vouloir lutter contre le paludisme, mais on se rend compte que la première phase dont ils ont fait le premier lâcher en juillet 2019 n'ont aucun impact dans la lutte contre le paludisme. Ils l'ont dit. Et actuellement, ils sont à la deuxième phase où ils risquent de faire deuxième lâcher. Ils disent encore qu'à cette étape, on ne parle pas de lutte contre le paludisme, qu'ils veulent tester les possibilités d'adaptation des moustiques qui relâchent dans la nature, dans le biotope sauvage, qu'ils veulent vérifier leur capacité de se déplacer. Alors, ils disent qu'il faut attendre la troisième phase qui va connaître des lâchers de moustiques avec impulsion génétique, ce que nous appelons gene drive en anglais, des moustiques génétiquement modifiés, des moustiques génétiquement forcés, le forçage génétique, pour commencer à voir la lutte contre le paludisme. En ce moment, nous ne comprenons pas pourquoi déjà on implémente dans l'environnement sur des humains des moustiques dont les œufs ont été importés de l'Imperial College de Londres. C'est une technologie importée qui, on sait d'office que ça n'impacte pas le palud. Pourquoi on attend à une dernière phase pour espérer? Pourquoi tant douter quand on sait que c'est l'Agence nationale de biodiversité qui l'autorise après tout? En fait, l'Agence nationale de biosécurité est l'instance de régulation en principe qui doit être l'arbitre. Mais comme on vous le disait, ce projet est en train d'implémenter une technologie dangereuse. Ce projet travaille en déphasage avec la législation à la matière, parce que la loi 064/2012, qui régularise les questions de biotechnologie au Burkina Faso, parle des OGM classiques. On ne parle pas de forçage génétique dans cette législation. Ce projet ne travaille pas avec des évaluateurs indépendants. D'ailleurs, vous êtes journaliste, avez-vous le rapport des premiers lâchers de 2019? Non, jusqu'à présent, non. Alors, donc vous voyez l'opacité qui entoure ce projet. En plus de ça, la question du palud est une question est-ce qu'ils nationale. sont obligés de rendre public aussi le rapport? C'est de ça qu'il s'agit aussi. Pour nous, oui. À partir de l'instant où, en principe, c'est un projet d'utilité publique, à partir de l'instant où les moustiques relâchés dans la nature peuvent piquer tout citoyen burkinabé et même toute personne qui serait de passage au Burkina, pour nous, il faut rendre les rapports d'évaluation publics. Alors, Monsieur Tapsoba, au cours de votre conférence de presse, vous faites un peu le lien entre les lâchers de moustiques de 2019 avec l'avènement de la dengue au Burkina Faso. Qu'est-ce qui fonde ces suspicions-là, justement? Il faudrait préciser qu'en fait, dans notre conférence, on a bien souligné que scientifiquement, nous n'avons pas d'évidence qui nous permet de faire le lien entre le lâcher de moustiques en 2019 et la dengue. Mais parce que il y a c'est pas même des doutes. C'est pas les mêmes espèces.
puisque la dengue est transmise par un moustique qui donne un virus du type du genre Aedes, alors que le palu, c'est un autre moustique du genre Anopheles. Donc, de ce point de vue, c'est clair, il n'y a pas de lien scientifique. Seulement, nous avons des questionnements. Parce qu'on se demande pourquoi la coïncidence que Bobo Dioulasso a été la zone par excellence de l'épidémie de la dengue. Nous avons aussi constaté que la plupart des pays qui ont connu des lâchers de moustiques génétiquement modifiés connaissent en même temps une montée de la dengue. Alors, ça, c'est une observation profane. Et pour nous, il faut une étude indépendante pour comprendre pourquoi c'est ainsi. Est-ce que ceci explique cela? Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas accuser le projet Target Malaria d'être responsable de la dengue. Vous avez des doutes, étant donné que les lâchers ont été faits à Bana qui relève de Bobo Dioulasso, et Bobo Dioulasso qui a été quand même l'épicentre de la dengue au Burkina Faso. Oui, en observation de profane, c'est comme on l'a dit, on peut avoir des questionnements. Surtout qu'on a vu que dans d'autres pays, en Amérique latine, où on a connu beaucoup de lâchers de moustiques génétiquement modifiés, en même temps, on a une courbe exponentielle par rapport à la dengue. On se demande, est-ce qu'il y a un lien? Mais comme nous n'avons pas d'évidence scientifique, on ne peut pas dire qu'il y a un lien. Néanmoins, nous disons quand même de respecter les principes de précaution préconisés par le protocole de Carthagène. Parce que les principes de précaution commandent qu'on fasse attention avec les manipulations génétiques dans la nature. Du reste, à notre conférence de presse, nous avons partagé des publications scientifiques qui mettent en doute la qualité du projet, qui mettent en doute la qualité des souches. Succinctement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, vous avez par exemple des publications de Vital et autres en 2022, des publications de Polygénie et autres en 2023 et des publications d'une ONG allemande, Testbio, qui nous dit clairement que la deuxième souche importée au Burkina Faso est instable. C'est-à-dire que la souche peut muter à tout moment et peut-être transmettre des formes de palu plus sévères. Ces publications nous disent clairement que la souche comporte des imperfections. La souche importée au Burkina est incorrecte. Ça, c'est de la science. Ce sont des publications scientifiques. Et ils recommandent de stopper purement et simplement ce projet. Et quand vous avez vu ces articles, quoique très très inquiétantes, est-ce que vous avez, dans votre démarche, approché le ministère en charge de la santé, par exemple, pour alerter du danger qui plane, parce qu'il s'agit là d'un problème de santé publique? Ça est dans notre processus de plaidoyer. Parce que nous avons un document de plaidoyer qui sera soumis aux autorités. Nous l'avons fait avec toutes les fois qu'il y a une autorité nouvelle qui s'installe. Et ce processus est en cours et nous allons le faire. Parce que la sortie à cette conférence de presse, c'est justement pour interpeller l'autorité publique de la dangerosité de ce projet. Parce qu'il vous souviendra comment Covid-19 a créé la psychose au niveau de notre population. Techniquement, on a vu comment il était difficile de freiner. Alors, imaginez-vous que un jour, nous arrivons au forçage génétique, qui est en fait une technologie irréversible, parce qu'il va s'agir d'avoir une génération de moustiques dans la nature qui va donner une descendance exclusivement mâle selon eux, qui vont avoir des gènes forcés. Si on se retrouve avec des mutins qui vont propager des virus, mais techniquement, quelles sont les capacités d'un pays comme le Burkina ou même l'Afrique de régler le problème? Voici des questionnements qui inquiètent. Et quand vous regardez même ce projet tel qu'il travaille, est-ce qu'ils impliquent tous les chercheurs de Burkina? Interroger par exemple l'ordre des médecins ce qu'ils en pensent de ce projet. Et nous estimons que par exemple la question de consentement dont il parle, on ne peut pas interroger simplement des communautés de Bana aux encablures de Bobo pour dire qu'ils ont donné leur avis. Parce que vous et moi, on peut se retrouver en mission à Bobo. Et les moustiques, ça voyage. Ça peut voyager à travers les provinces, à travers les continents. Il aurait fallu une consultation nationale pour que les gens donnent sereinement leur avis. Parce que ce que les gens ne savent pas, dans aucun pays de l'Afrique, il n'y a eu lâcher de moustiques génétiquement modifiés. Ça n'existe pas. Il y a eu des lâchers en Asie.
et en Amérique latine, dans certaines zones. Le Burkina est donc un pays cobaye Exactement. en la matière. Vous avez trouvé le mot. Le Burkina se trouve être un pays cobaye en Afrique. Et ailleurs, les résultats ne sont pas probants. Pourquoi quelque chose dont les résultats n'ont pas été probants ailleurs, on utilise nous les Burkinabés pour être des cobayes en Afrique? Et on ajoute la troisième phase dont vise le projet qu'on appelle le lâcher de moustiques avec impulsion génétique, c'est-à-dire des moustiques génétiquement forcés qui vont relâcher. Mais en attendant qu'on arrive, qu'est-ce qu'il faut craindre avec la deuxième phase justement? Oui, avant de répondre à cette question, il faut que je précise que il n'y a jamais eu dans le monde des lâchers de moustiques génétiquement forcés. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire que si on permet le projet d'atteindre troisième phase, le Burkina Faso va être au niveau mondial le premier pays où on teste cette technologie ultra dangereuse. Et si ça marchait? Nous avons la conviction que ça ne peut pas marcher parce que déjà avec les moustiques génétiquement modifiés, il n'y a eu aucun résultat contre le palu. Pour nous d'ailleurs, le palu n'est qu'un prétexte pour simplement faire l'acceptabilité du projet. Nous pensons que les objectifs peuvent être autres parce que quand vous regardez le principal bailleur de ce projet qui est Bill Gates en Afrique, généralement, il s'intéresse à la poussée démographique. Bill Gates est inquiet de comment les Africains ont une population croissante. Et Bill Gates, il a fait des financements qui proposent toujours des méthodes de contraception. Alors, quand il met son argent dans une science coloniale de ce genre, nous avons des raisons de nous inquiéter. Il y a par exemple DARPA, qui est une institution américaine qui s'intéresse à la science du gene drive et du forçage génétique. Mais quand l'armée américaine s'intéresse à de telles sciences, nous, on ne pense pas que c'est pour lutter contre le paludisme. Mais on pense dans les théories de complot, peut-être pouvoir en faire des armes biologiques un jour. Qui sait? Et dans le contexte d'insécurité où nous sommes, je pense que la prudence recommande que réellement on stoppe ce projet pour éviter un jour d'être utilisé comme des cobayes. Alors, je parlais de la seconde phase de lâcher qui n'est pas encore effective. Vous qui êtes assez proche de ce dossier, qu'il faut-il craindre? Est-ce qu'il faut craindre un genre de résurgence de la dengue? Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de preuves scientifiques, mais il y a quand même, on peut amener à se poser des questions. Ou bien il faut craindre de nouvelles maladies, l'apparition de nouvelles maladies qu'on ne maîtriserait pas. Déjà, ça a été une bêtise scientifique que l'ANB ait permis qu'il y ait le premier lâcher de moustiques génétiquement modifiés dans la nature. Et actuellement, la deuxième phase, notre combat, c'est d'empêcher encore cela, parce que vous et moi, vous n'avez même pas un résultat d'évaluation indépendante. Mais vous avez quoi comme moyen de pression? On vous a vu en conférence de presse alerter. Vous avez quoi d'autre comme moyen de pression, que ce soit au niveau de l'autorité, au niveau du ministère, ou bien au niveau de l'ANB qui est censé réguler? Nous sommes une coalition de veille citoyenne, nous sommes des mouvements citoyens, donc nos modes d'action sont essentiellement citoyennes. C'est pour ça que nous on interpelle l'opinion nationale, nous interpellons les autorités, nous avons des approches qui vont consister à aller échanger déjà avec les ministres concernés, que ce soit le ministre de la Recherche, le ministre de la Santé, parce que par le passé, nous l'avons fait avec d'autres régimes. Nous échangeons aussi avec les communautés religieuses qui d'ailleurs sont d'accord avec nous qu'il ne faut pas permettre l'implémentation de ces genres de projets-là hasardeux dans l'environnement et sur les humains. Et en dehors de ça, nous, on a toujours dit qu'il faut qu'il y ait un débat national parce que pour nous, les peuples sont suffisamment matures pour accepter ou refuser un projet. Vous savez, quand un projet est d'utilité publique, on communique suffisamment. On permet à tout citoyen lambda d'aller observer et donner son avis. Mais dans le cas du projet Target Malaria, allez-y sur le terrain. Vous allez voir qu'on ne vous permettra pas de s'adresser aux communautés pour comprendre. Les journalistes qui ont essayé, ils ont vu comment ils ont été menacés de quitter le village. Alors, un projet d'utilité publique ne peut pas être entouré d'autant d'opacité. Autant d'opacité. Au niveau donc de la coalition, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées en termes donc de propositions de solutions? Parce que d'aucuns pourraient dire aussi que la coalition fait dans la critique, mais ne fait pas de propositions de solutions. Est-ce qu'en la matière, vous avez déjà
mener la réflexion? Est-ce que vous avez des éléments autres, des propositions de solutions? Oui, en matière d'alternatives, il en existe suffisamment dans un pays comme le Burkina Faso. Parce que pour nous, la question du paludisme est un problème d'hygiène publique. Pour nous, il faut une bonne politique d'aménagement du territoire. Il faut une bonne politique d'hygiène et d'assainissement en impliquant les communautés locales. Le Burkina, actuellement, il n'y a pas une bonne politique d'hygiène? Il y en a, mais ce n'est pas appliqué. Aujourd'hui, avec les mairies, on parle de délégation spéciale. Si on avait pris les milliards qu'on injectait dans ce projet avec des résultats qui ne sont pas du tout certains, et qu'on leur permettait de mettre en œuvre les bonnes politiques d'hygiène et d'assainissement, non seulement on allait créer des emplois verts et on allait venir à bout du palud. La plupart des pays qui sont venus à bout du paludisme n'ont jamais implémenté des moustiques génétiquement modifiés relâchés dans la nature. C'est l'hygiène, c'est l'assainissement, c'est une bonne prise en charge des personnes infectées par le palud. Et déjà au niveau du ministère de la Santé, il y a des programmes assez efficaces pour lutter contre le palud. Vous en savez. En plus, au niveau de la direction de la médecine traditionnelle logée au niveau du ministère de la Recherche, il y a des chercheurs burkinabés qui ont suffisamment documenté des plantes capables de venir à bout du palud. Il y a des plantes répulsives. Au Burkina Faso, nous avons par exemple une personnalité comme Afis Bandé, qui est un naturothérapeute, prix Kigali 2023 par rapport à la recherche sur les plantes, qui a des alternatives aujourd'hui par rapport au palud que des pays demandent. Et là, on aurait eu une solution endogène. Effectivement, voici des solutions endogènes. On approche toutes ces personnes savantes qui ont des connaissances, qui ont des savoirs endogènes là, ils ont beaucoup de propositions. Il faut mettre les milliards là à la disposition de ces personnes. Ils vont vous sortir en quantité et à des qualités de quoi lutter contre le paludisme. Il y a l'artémisia. L'artémisia qui est une plante que tout le monde peut cultiver à la maison, qui a prouvé son efficacité dans la lutte contre le paludisme. Voici autant d'alternatives qui peut permettre à un pays comme le Burkina de quitter le paludisme. Le vaccin de Nanoro. Oui, par exemple, il y a le vaccin de Nanoro qui a été démontré suffisamment efficace. Si on mettait les moyens à la disposition de ces chercheurs, on pouvait encore plus implémenter ces vaccins. Donc, il y a tellement de solutions endogènes que pour nous, on n'avait pas besoin d'aller chercher des solutions hasardeuses. Parce que il n'est pas du tout intéressant qu'on mette des milliards dans une science qui n'a jamais implémenté nulle part dans le monde. Mais si c'est bien, si Bill Gates estime qu'il finance une science certaine, on n'a qu'à essayer. Au niveau de l'Amérique latine, il y a des zones où il y a encore le paludisme. Ils se confinent là-bas, ils n'ont qu'à lâcher les moustiques génétiquement modifiés, ils n'ont qu'à faire le forçage génétique, parce qu'ils ont beaucoup de moyens de parer à d'éventuels risques. Quand ça va être bien, ils vont nous les amener. Mais en attendant, nous, on a tellement d'informations scientifiques qui prouvent que la chose, elle est incertaine, c'est ultra dangereux, qu'on ne peut pas se permettre qu'on nous utilise comme des cobayes pour expérimenter de telles implications de biotechnologie moderne. Alors, quel sera l'appel à lancer de la coalition vis-à-vis donc des nouvelles autorités, les autorités de la transition? Si nous avons un appel, c'est de demander aux nouvelles autorités de mettre en place un comité d'experts indépendants pour travailler à une évaluation du risque des premiers lâchers en 2019 du projet Target Malaria. Nous demandons, qui n'a pas été fait jusque-là. Nous avons écrit à l'ANB pour avoir les résultats. Nous ne l'avons pas. Vous êtes des hommes des médias, vous ne l'avez pas. Les citoyens lambda burkinabés ne l'ont pas. Donc, par conséquent, nous supposons aujourd'hui qu'il n'y a pas de résultats d'évaluation parce que nous ne l'avons pas. Et nous demandons aux autorités d'arrêter purement et simplement ce projet pour revenir à des solutions endogènes. Est-ce que l'État peut, comme ça, se lever un beau matin et dire stop à un projet qui a été contractualisé justement avec l'autorité? Oui, l'État peut.
c'est un État souverain. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la vision politique sanitaire, c'est une vision de souveraineté sanitaire. Certains l'ont dit que la coalition est justement en train de surfer sur cette posture souverainiste des nouvelles autorités pour sortir et taper, en tout cas, et faire feu de tout bois. Depuis que nous existons il y a environ 2 décennies, nous avons toujours mis en avant la question de la souveraineté. La souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté politique. Donc, pour nous, ça n'a pas de lien avec le contexte politique actuel. Actuellement, le contexte politique pour nous est bien favorable parce que c'est le discours que nous avons toujours prôné pour qu'un pays puisse avancer dans son développement, la question du développement endogène. Alors, pour quand même atteindre cette vision de souveraineté sanitaire qui vise les autorités de maintenant, il faut faire attention à la médecine coloniale. Il faut faire attention à des technologies importées et non maîtrisées. Nous avons suffisamment de chercheurs endogènes qui ont des connaissances pour lutter contre le palu. Nous avons suffisamment de savoirs endogènes pour lutter contre le palu. Alors, l'atteinte de la souveraineté sanitaire passe par l'implémentation de tous ces savoirs-là suffisamment documentés dans notre pays. Du reste, vous savez que même le projet Target Malaria pourrait impacter sur la souveraineté alimentaire. Parce que vous savez, la question de la chaîne alimentaire, les moustiques font partie d'une chaîne alimentaire. Si on se retrouve avec des espèces intoxiquées, ça peut jouer sur toute la chaîne. On ne souhaite pas que des poissons consomment des moustiques qui sont intoxiqués par un virus et que les humains en consomment, ça crée un problème. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour atteindre la souveraineté sanitaire en stoppant simplement ces sciences hasardeuses importées, non maîtrisées, à controverse au niveau mondial. Au niveau mondial, M. Tapsoba, quel est le regard critique que vous portez sur la politique nationale en ce moment en termes de recherche scientifique et en termes de santé? Alors, il y a une bonne vision. Il y a une très bonne vision. Il y a une très bonne vision. Maintenant, nous souhaitons que dans l'application, il puisse avoir les moyens pour implémenter cette vision. Dans nos plaidoyers, nous avons toujours demandé qu'on augmente conséquemment l'enveloppe financière allouée à la recherche au Burkina Faso. Parce que le problème, nous avons de très bons chercheurs, mais les moyens parfois ne suivent pas. C'est pour ça que des firmes financées par des personnes lugubres comme Bill Gates influencent la recherche. Mais si de Parce façon... que la recherche n'est pas suffisamment financée. La recherche n'est pas suffisamment financée, malheureusement. Alors qu'un pays ne peut pas se développer si on ne met pas suffisamment de moyens conséquents dans la main des chercheurs. Et pour éviter qu'ils soient en train de faire des recherches hasardeuses, comme nous le voyons, parce que c'est de bons chercheurs, mais qui finance, c'est la personne qui finance qui oriente malheureusement la recherche. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que nos autorités aient les moyens pour augmenter le budget alloué à la recherche. C'est à ce prix qu'ils vont pouvoir implémenter des savoirs endogènes qui vont amener le développement endogène. Est-ce que les lignes bougent comparativement au régime démocratiquement élu? Est-ce que vous avez l'impression que sous la transition, les lignes bougent suffisamment en termes donc de financement, ou bien la machine est un peu grippée en ce moment dû au fait que l'effort est beaucoup plus figé vers la lutte contre le terrorisme? Nous pensons que les lignes bougent malgré le contexte d'insécurité. Parce que c'est vrai qu'actuellement, l'objectif est axé dans la lutte contre le terrorisme, et ce qui est normal, parce que s'il n'y a pas de sécurité, c'est la priorité des priorités. On ne parle pas de développement si nous n'avons pas la sécurité. Nous constatons que le débat est plus ouvert, et nous constatons qu'il y a une plus grande attention actuellement des autorités par rapport à la question de la recherche. Quand vous regardez dans l'initiative présidentielle, quand vous lisez à l'intérieur, on sent réellement actuellement une vision de développement endogène. Alors, au niveau de la recherche, avec toujours cette transition, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? C'est déjà
les échanges avec le monde de la recherche. Il y a une ouverture. Il y a une bonne ouverture. C'est déjà le fait qu'on permet actuellement aux chercheurs de faire des propositions de savoir endogène. Ça, nous l'avons constaté. Nous l'avons constaté. Et nous souhaitons que pour atteindre l'objectif de l'initiative présidentielle, qu'on arrête simplement les velléités d'implémentation des organismes génétiquement modifiés. Et nous avons foi, parce que quand vous lisez le contenu du document, on voit que réellement, on a besoin d'atteindre le développement endogène, à savoir l'existant. Et quand on parle par exemple de la question de l'agriculture, la matrice au niveau de l'agriculture, c'est la terre, ce sont les semences. Alors que vous regardez la question de la réforme foncière est en très bonne voie. Bientôt, les paysans vont retrouver leurs terres. On ne va plus permettre à des personnes ultra riches ou à des multinationales de s'accaparer des terres. Ça, c'est un aspect intéressant que les nouvelles autorités sont en train d'implémenter. Et nous souhaitons aujourd'hui qu'ils encadrent aussi la question d'utilisation des semences. Parce que pour nous, il faut utiliser les semences paysannes. Parce que les semences paysannes. Les semences paysannes appartiennent à nos paysans. Les semences paysannes sont les semences capables d'adaptabilité. Et les semences paysannes garantissent la souveraineté alimentaire. Par contre, si on permet d'utiliser par exemple des semences génétiquement modifiées, ça va gréver la question de la souveraineté sanitaire. Actuellement, il y a un téléchargement de niébé BT. La sémence paysanne, en termes de productivité, est-ce que ça répond aux attentes en fait? C'est meilleur. La sémence paysanne en termes de productivité, c'est meilleur. Parce que souvent, on fait référence, on aime surtout les OGM parce que, en termes de productivité, en général, ça permet de produire en grande quantité. Cela n'est pas vrai. Pas du tout. Nous avons des études comparatives par rapport à ça. Et vous savez, l'utilisation des OGM, d'abord, vous allez voir qu'il y a des brevets. Et ces brevets, ça va créer une dépendance entre le monde paysan et les firmes qui les fabriquent. Et ensuite, c'est limité. Une semence génétiquement modifiée, vous allez voir que deuxième, troisième génération ne peut plus produire. Il faut tout le temps retourner vers le concepteur de la technologie pour acheter. Alors que la semence paysanne, ça produit. On se les partage de village en village. Et même en termes de valeur nutritive, la semence paysanne a une valeur nutritive meilleure que les semences génétiquement modifiées. Sans oublier que quand on a la semence paysanne, comme on l'avait dit, souveraineté alimentaire, souveraineté économique, souveraineté culturelle. Vous savez, actuellement, il y a en recherche confinée le niébé BT, le haricot, une légumineuse. Nous disons non. Parce que quand vous regardez, le niébé, le haricot est une légumineuse fortement consommée au Burkina et dans la sous-région. C'est une spéculation où dans tous les villages, les communautés peuvent produire. Et il y a une diversité sémencière à ce niveau, parce que de l'ouest à l'est, nord ou sud, vous allez trouver que ce sont des variétés différentes avec des valeurs nutritives et adaptées au climat. Mais si on permet à ce qu'on implémente en plein champ le niébé BT qui est une légumineuse génétiquement modifiée, d'abord, on risque de gréver la diversité sémencière qu'il y a. Parce que c'est une spéculation qu'on va mettre en avant qui va contaminer, il y aura une pollution génétique les autres espèces. Sans oublier que l'implémentation de ce projet va perturber la filière. Parce que les gens ne sauront plus sur le marché c'est quel haricot qui est génétiquement modifié, c'est quel haricot qui n'est pas génétiquement modifié. Et ça va aussi perturber le marché. Depuis le paysan, en passant par les hommes d'affaires, la légumineuse rapporte aujourd'hui des milliards. Si on se retrouve des années après avec du haricot génétiquement modifié, personne ne voudra en acheter. La filière va dégringoler. Ça va faire des pertes économiques. Alors, on profite en appeler aux autorités de ne pas permettre qu'on implémente le niébé génétiquement modifié dans notre agriculture. Ainsi que toutes les autres semences, en fait. Toutes les autres semences génétiquement modifiées. La semence paysanne est la semence à mesure de garantir la souveraineté alimentaire. Monsieur Tapsouba, merci pour ces éléments de réponse sur ces questions d'intérêt, j'allais dire, national.
Nous vous remercions beaucoup pour l'entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés tout au long de cette émission et à très vite avec un nouvel invité.